Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais démarrer ma présentation en vous montrant une publicité qu'on a pu voir à la télévision ou dans des affiches récemment. Donc c'est un institut qui propose de financer des travaux domestiques. Donc la publicité dit la pièce en plus. Donc c'est 12 mètres carrés qui manquent. Donc ça montre qu'aujourd'hui, l'approche la plus répandue pour combler aux problèmes de manque d'espace au domicile notamment, c'est de construire. Donc on bâtit une pièce en plus. Donc la question que j'aimerais vous poser avec ma présentation, c'est est-ce que vous en avez toujours besoin? Est-ce que vous avez toujours besoin de cette pièce? Une fois que vous l'avez bâtie, elle est là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt imaginer une pièce qui devient disponible uniquement lorsqu'on en a besoin? Donc c'est l'objet de ma présentation de la chaire Habitat intelligent et innovation. Présentation qui est organisée en quelques points. Donc d'abord les objectifs de la chaire, puis le projet que j'ai appelé Habitat métamorphique, ensuite les actions que j'ai entreprises et les actions à venir. Donc la chaire s'appelle Habitat et intelligent et innovation dans le contexte d'une ville durable. Donc c'est une chaire de recherche de formation créée par la Fondation RENA et soutenue par l'IRISA qui accueille mes recherches. Elle est soutenue particulièrement par 4 membres de la Fondation RENA, donc le Cardinal Édifice, la CCI de Rennes, Rennes Métropole et Veolia. Elle a une durée de 3 ans et elle a démarré en janvier. Donc les objectifs sont plusieurs. Tout d'abord, bien sûr, réaliser des recherches interdisciplinaires, mais aussi créer un impact, une ouverture sur le monde socio-économique. Donc pour que les recherches soient ancrées dans la réalité, dans la concrétude. En particulier, en faisant attention, une attention particulière va aux acteurs locaux. Donc je pense que ça va dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure. Mais bien sûr aussi avec des ouvertures internationales qui sont propres à la recherche. Et puis, très important aussi, une activité de dissémination des résultats de la chaire et de formation, toujours dans le bassin local. Donc, concernant les motivations, pourquoi cette chaire a été créée, on parle souvent de ville durable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des véritables questions qu'on se pose, notamment la pénurie de ressources financières, énergétiques, foncières, quand on pense aux villes. Et aussi, on a des défis socio-démographiques qu'il faut relever, notamment le vieillissement de la population, ce qui engendre, entre autres, le besoin de développer davantage le maintien à domicile. Du coup, je pense que vous pourrez être d'accord avec moi qu'il y a des défis à relever à l'échelle de l'habitat, que les défis de la ville durable engendrent des défis au niveau de l'habitat. Voilà donc quels sont ces défis. Voilà qu'est-ce qu'est l'habitat de demain selon les partenaires notamment qui soutiennent cette chaire. Les besoins qui ont émergé, les attentes. L'habitat devra être évolutif, modulaire, non figé, parce qu'il devra pouvoir s'adapter au cycle de vie des familles, par exemple à l'arrivée au départ des enfants, au changement des compositions de noyau familial. Il devra être aussi sobre en ressources énergétiques, financières, foncières, encore une fois, peu coûteux, donc financières, confortable et simple à utiliser, parce qu'on vit dans un habitat, donc ces fonctionnalités, même si elles sont très avancées, lorsqu'on parle d'habitat intelligent, elles doivent être simples. Il doit s'intégrer dans un contexte urbain, l'habitat. Et ça se décline en 3 besoins pour cet habitat. Il faut qu'il soit de taille plus petite, parce qu'un besoin est reconnu aujourd'hui, c'est de densifier les villes. Donc ça passe aussi par une réduction de la taille moyenne de l'habitat. En interagissant entre eux, les habitats peuvent aussi apporter des économies, de l'optimisation ultérieure de ces ressources,
notamment en partageant des espaces et des pièces entre habitats. Mais il n'y a pas que les villes, il y a aussi le contexte rural et périurbain qui est important. Et au niveau de l'habitat, ce que nous voulons faire, c'est de réduire les distances entre le domicile et le travail. Je pense que c'est un objectif, pas que de cette chaire. Et enfin, l'habitat doit être plurifonctionnel parce que les mêmes espaces doivent pouvoir être réutilisés et réutilisables selon les exigences d'un moment ou d'une période du cycle de vie d'une famille, par exemple. Voilà, donc je vous ai donné un panorama des objectifs de la chaire. Maintenant, je rentre un peu dans le projet qui a été retenu et que j'ai appelé Habitat métamorphique. Donc, métamorphique, pourquoi? Parce qu'il peut changer de forme. Les structures peuvent être modifiées, peuvent se modifier, peuvent s'adapter dynamiquement. Et aussi, bien sûr, les appareils et les sous-systèmes, comme la climatisation, la ventilation, le chauffage, doivent pouvoir être gérés de façon intelligente. Tout ceci doit pouvoir se réaliser avec une interaction implicite avec les personnes. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas à devoir explicitement indiquer leurs besoins, leurs requêtes, pour que ces adaptations se réalisent. Ça s'appuie sur des mécanismes de reconnaissance d'activités que les personnes réalisent, de situations en général, localisation où les personnes se trouvent, des choses que globalement on appelle contexte dans le Java. Et l'habitat qu'on décrit ici veut répondre, comme je l'ai déjà énoncé, au défi du développement durable et de la ville durable. En particulier en termes d'économie de ressources et avec une attention particulière aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Voici les objectifs. Il y a des défis pour atteindre ces objectifs. Des défis en termes d'optimisation, j'ai déjà cité. Il faut optimiser les ressources disponibles. En termes de confort, parce que les habitants doivent pouvoir être confortables. L'accessibilité de l'habitat doit être modulable selon les besoins particuliers des personnes. Et aussi, simplicité d'utilisation et pertinence des adaptations pour que l'habitat soit accepté. Il y a aussi des défis au niveau, bien sûr, de la capture et reconnaissance, donc ce qu'on appelait contexte, localisation, activité, et aussi capacité à reconnaître les besoins en termes de mobilité, par exemple, des personnes. Et il y a aussi, bien sûr, des défis de sûreté, donc s'il y a des adaptations qui sont réalisées lorsque les personnes se trouvent dans l'habitat, il y a des questions de sûreté et aussi de habitabilité, de respect des normes, comme la présence de sorties de secours ou des détecteurs de fumée. Donc, je vais vous donner un exemple concret de ces principes. Un exemple qui s'appelle pièce à la demande. Je vais très rapidement, avec ce transparent, définir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Donc, on s'adresse à l'habitat collectif. On ne fait pas de restrictions particulières sur le type de personnes, donc on ne cible pas spécialement les personnes âgées, mais toutes les catégories confondues. Et on veut réaliser des économies de superficie financières, notamment pour les ménages, et de ressources en général, par exemple de chauffage. Donc qu'est-ce que cette pièce à la demande? C'est une pièce où on attribue dynamiquement la pièce à un parmi plusieurs logements. Donc il y a une seule pièce qui appartient à un moment à un logement, à un moment à un autre logement. Donc pendant ce temps, elle devient une partie du logement. Comment on le fait? Ça, j'ai dit une pièce commune et une porte depuis chaque appartement qui permet d'accéder à cette pièce. Et la chose intéressante, c'est que cette porte et du coup la pièce devient disponible à la demande. Je vais vous montrer cela au travers d'une animation. Ici, vous voyez au milieu la pièce partagée et 1, 2, 3, 4 appartements qui sont voisins et qui peuvent accéder à la pièce à travers des portes. Ces portes peuvent disparaître, peuvent ne plus être accessibles lorsque on ne veut pas que la pièce soit accessible depuis un appartement. Du coup, maintenant on va voir
un scénario de la vie quotidienne dans un habitat comme ça. Lorsque la personne veut accéder à la pièce depuis un appartement, elle peut choisir quel type d'utilisation elle veut faire de la pièce. Dans ce cas, elle choisit une utilisation privative. Elle dit « je veux que cette pièce soit à moi ». La porte devient accessible et la personne peut accéder à la pièce. Du coup, le résultat est que la personne a accès de façon exclusive, privative, à cette pièce, puisque les autres appartements n'ont pas de moyen d'y accéder. Et justement, lorsqu'une personne, depuis un appartement voisin, demande d'accéder à la pièce, l'accès est interdit. Par contre, on peut imaginer un exemple différent, un scénario différent, où la personne, on revient donc, la pièce est libre, et la personne, cette fois-ci, choisit une utilisation partagée de la pièce. Donc, elle dit, je veux utiliser la pièce, mais je suis disponible à que quelqu'un d'autre la partage avec moi. Encore une fois, la porte devient accessible, la personne peut rentrer, mais c'est là qu'on voit la différence. Lorsqu'une personne, depuis un appartement voisin, souhaite accéder à la pièce, on l'informe que quelqu'un est déjà en train d'utiliser la pièce, mais on lui permet d'accéder. Et du coup, cette pièce est devenue un espace privé, un espace partagé, un lieu de partage, d'échange, de rencontre à l'intérieur de l'habitat. J'ai parlé de pièces, je n'ai pas dit de quoi il s'agit, ça peut être un bureau, ça peut être aussi une pièce évolutive, donc il serait un bureau pour un appartement et puis il viendrait une chambre à coucher pour un autre, voire ces évolutions pourraient être réalisées de façon automatique. Bon, je ne rentrerai pas dans ces détails. Il y a aussi des considérations économiques qu'on peut prendre en compte. Les occupants pourraient payer à l'occupation selon le temps qu'on passe dans la pièce. On paye sa partie. Ça permet, entre autres, de prévenir des abus pour éviter qu'un appartement s'approprie de façon exclusive de la pièce. La pièce permet aussi, par exemple, d'avoir un tarif différent si on choisit une utilisation privative ou partagée, comme dans les exemples que j'ai montrés. Et les nombreux avantages sont listés ici. Des économies de superficie, parce qu'on a une seule pièce, je pense que vous êtes d'accord, pour plusieurs logements. Économie financière, on a parlé de paiement à l'occupation. Confort, parce que même si on ne paye pas cette pièce que lorsque l'on l'utilise, on en a accès lorsqu'on en a besoin. Donc c'est une pièce en plus. Flexibilité, parce que, j'ai montré, la pièce peut être privative ou partagée. Et concrétude de la solution, pièce à la demande, parce qu'elle est simple à réaliser et à faire fonctionner. Il y a aussi des avantages spécifiques au type de déploiement, on va dire, qu'on peut envisager. Si on parle de résidence classique ou habitat social, tout simplement mutualiser les espaces. Donc, j'ai parlé d'une pièce évolutive. Pourquoi pas faire que cette pièce soit le bureau pour un appartement pendant la journée et la nuit devienne une chambre à coucher pour un autre appartement. Pour des résidences où, on va dire, il y a un séjour de courte durée, comme des résidences étudiantes ou jeunes chercheurs ou appart-hôtels, on peut s'adapter au changement de la composition des occupants, fait que les familles puissent rejoindre les occupants, les étudiants, etc. Et donc on peut agrandir ou rapetisser les logements selon les exigences de façon dynamique et rapide. Lorsqu'on parle de colocation, on peut imaginer que chacun puisse louer une toute petite partie avec sa chambre à coucher, et puis il y a une pièce commune qui peut devenir privative lorsqu'on en a besoin pour cette soirée une fois par mois. Pour les résidences intergénérationnelles, et ici il y a un clin d'œil pour le maintien à domicile, il y a un exemple intéressant qui verra le jour prochainement à Beauregard, donc ici à Rennes, par Néotoa. Une pièce commune à un T4 habité par une famille et un T2 habité par une personne âgée seule. Cette pièce commune permet de faciliter les échanges, le maintien à domicile justement. Mais avec une réalisation de type pièce à la demande, cette pièce n'est pas seulement commune, elle peut devenir privative lorsqu'on en a besoin. Donc ça rajoute un élément en plus. Du coup, ce transparent résume comment la pièce à la demande adresse les
les objectifs qu'on avait identifiés initialement pour l'habitat. L'habitat est évolutif, modulaire, non figé grâce à cette pièce, parce que justement il peut changer de forme, de configuration. Il est sobre en ressources, notamment à la superficie, mais on peut imaginer aussi une gestion intelligente du chauffage ou de la climatisation de cette pièce selon une prédiction de l'occupation de cette pièce depuis un appartement ou un autre, et donc on ferait des économies d'énergie. Peu coûteux parce que, encore une fois, la pièce est partagée, donc on repartit et en plus on paye à la demande. Confortable et simple à utiliser, l'exemple très esquissé, mais devrait montrer que l'utilisation est assez simple. Il y a un travail qui peut être réalisé pour la rendre encore plus simple, pour travailler sur les détails de réalisation. Ça s'intègre dans un contexte urbain pour les mêmes raisons. La petite taille, parce qu'on mutualise les espaces. Les habitats interagissent entre eux forcément, parce qu'ils partagent quelque chose, une pièce. Dans un contexte rural et périurbain, j'ai cité l'exemple de la pièce évolutive qui serait utilisée comme un bureau pour le télétravail pendant la journée, comme chambre à coucher pour la nuit. Donc, ça contribue à cet aspect. Et plurifonctionnel, bien sûr, le même espace. Forcément, il est utilisé de façon différente par les différents appartements, familles. Et donc, la pièce à la demande répond à tous les besoins, toutes les attentes qu'on avait identifiées initialement pour l'habitat de demain. Voici pour le concept d'habitat métamorphique et pour un exemple illustratif. Concernant les activités que j'ai entreprises pour l'instant dans le cadre de la chaire, une activité de récolte de besoins. La description de l'habitat de demain et même le scénario que je vous ai montré découle de rencontres, plusieurs rencontres que j'ai pu avoir avec les partenaires de la chaire, les entreprises et collectivités qui soutiennent tout particulièrement la chaire. Il y a eu des travaux scientifiques parce qu'il a fallu analyser et choisir un modèle informatique qui permette de faire fonctionner cet habitat métamorphique dans l'exemple que j'ai présenté, mais aussi de façon générale pour que ce même modèle puisse être utilisé pour des scénarios différents qui ne soient pas spécifiques mais génériques. Donc, dans le spécifique, il s'agit d'un problème d'optimisation multi-objectif généré dynamiquement. J'ai réalisé une activité d'ouverture vers le monde socio-économique, tout d'abord par les rencontres que j'ai pu réaliser avec ces entreprises, mais aussi en participant, en témoignant à l'Assemblée générale de la Fondation RENA en juin. Et j'ai réalisé une cartographie évolutive des initiatives et acteurs locaux, du bassin rennais et breton, qui peuvent être intéressants pour la chaire et qui peuvent être utiles pour des collaborations, pour apporter de nouvelles compétences à la chaire. Pour les activités à venir, il y aura 2 activités en parallèle. Tout d'abord, une activité de recherche, bien sûr, pour résoudre les problèmes ouverts, mais aussi, comme j'ai dit, apporter de nouvelles compétences et forcément de nouveaux partenaires qui puissent apporter ces compétences dans de nombreuses disciplines qui sont nécessaires à affiner les scénarios et à les rendre encore plus concrets. Et en parallèle, donc, à cette activité de recherche, une activité de réalisation. Je réaliserai un démonstrateur en réalité virtuelle par le biais de la plateforme Immersia, que certains parmi vous iront visiter tout à l'heure. Donc, grâce à cette plateforme, on pourra se projeter dans les usages de l'habitat métamorphique, de ce que ça veut dire vivre et interagir avec l'habitat. Donc, on pourra faire une visite, un tour virtuel et interagir avec les fonctionnalités, comme s'il avait été construit. Et aussi, la plateforme servira pour évaluer les résultats de la chaire grâce à des utilisateurs ou des professionnels du bâtiment qui pourront visiter vous-même si vous êtes intéressé. Vous serez les bienvenus visiter la réalisation de réalité virtuelle. Il y a une activité aussi qui est en toile de fond, on va dire, permanente, de rencontres de partenaires, de formation à destination des entreprises, des universités, des écoles, donc des résultats de la chaire pour disséminer et faire connaître et exploiter les résultats, et aussi de promotion et communication. Cette journée fait partie de cette démarche, mais aussi par le biais de médias, réseaux sociaux, et puis contribution, si l'occasion se présente, à des projets qui visent la réalisation.
Donc, pour conclure, l'habitat métamorphique, un habitat adaptable de façon dynamique et autonome, par le biais d'une interaction implicite avec les personnes, donc sans besoin d'explicitement demander les services. J'ai présenté un exemple simple, mais illustratif, de la pièce à la demande. Ça s'applique aux économies de ressources, mais aussi à l'handicap et aux silver-économies. En particulier, on a vu l'exemple de la résidence intergénérationnelle et d'autres exemples que je n'ai pas présentés ici. Et d'ouverture vers le monde socio-économique fait partie des travaux de la chaire, donc partenariat ou collaboration sur des travaux scientifiques, mais aussi sur des réalisations, et puis bien sûr des formations, des disséminations, et puis une démonstration finale en réalité virtuelle pour illustrer les résultats de la chaire. Donc si je reviens au transparent initial, donc cette publicité, la pièce en plus, ces 12 mètres carrés qui manquent, on peut les avoir, mais seulement lorsqu'on en a besoin, donc à la demande, on demand. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Sur la demande peut s'étendre, y compris dans le domaine professionnel. On peut imaginer des débouchés dans d'autres, sur des magasins, sur des ateliers, où il y a des zones de débordement possibles. Tout à fait. Lorsqu'on parle d'habitat, qui est le titre de la chaire, mais aussi bien sûr l'objet, on ne se réfère pas uniquement au domicile, au résidentiel. On parle d'habitat comme lieu de vie en général. Donc les applications sont aussi variées que le tertiaire, des bureaux, des magasins effectivement. Par brièveté, j'ai présenté un exemple ciblé sur la résidentielle, mais on peut imaginer effectivement des applications étendues à plein de domaines et qui font partie des objectifs de la chaire. Donc des travaux dans ce sens seraient très intéressants si l'occasion se présente. On va sûrement avoir l'occasion d'échanger un petit peu plus tard. Mais une question générale sur des interactions éventuelles avec, peut-être avec Rennes 2, avec, disons, la partie socio, psycho, les freins au changement liés au sentiment de sécurité, liés à je suis sur un territoire, la notion de propriété, enfin tous ces éléments psychologiques qui sont des freins au développement de solutions innovantes comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des collaborations avec ces équipes-là. L'Université de Rennes 2 et plusieurs laboratoires qui en font partie ont créé un laboratoire qui s'appelle Loustic, qui fait l'observation des usages des technologies de l'information et de la communication. Donc on a un moyen d'étudier, disons, avant les besoins, justement, les exigences pour concevoir un produit ou une réalisation ancrée dans les réels besoins des personnes, mais aussi pour une validation, une expérimentation finale, notamment en s'appuyant sur des vrais testeurs. Donc cette plateforme Loustic, j'avais déjà pris contact initialement et je compte dès que possible commencer une collaboration avec eux pour ces aspects parce qu'ils font sans aucun doute partie des défis et des choses à prendre en compte. Pour compléter, effectivement, il y a la dimension psychologie, mais peut-être aussi juridique. Je sais pas, je pense aux notaires avec les espaces, enfin une propriété privée, des choses comme ça, quoi. Disons que le bassin rennais et breton et l'université de Rennes en particulier, et bientôt l'université de Rennes, ont des ressources très intéressantes dans beaucoup de disciplines et de domaines différents. Et je n'ai pas pu tout présenter, mais en effet, on a identifié un certain nombre de défis, d'obstacles, on va dire, à l'acceptabilité, à la réalisation, à la réalisation pratique de ce genre de scénario. Et il y a un ensemble important de partenaires. J'ai parlé d'une cartographie donc, des acteurs locaux et initiatives pourrait être intéressant avec lesquels pourrait être intéressant de prendre contact. Des juristes, des économistes, des architectes, des psychologues, des sociologues, des ingénieurs,
effectivement, il y a une liste très importante de compétences qui seraient intéressantes de développer et d'apporter au projet. C'est pour ça que la chaire a vraiment vocation à s'ouvrir et à accueillir des nouveaux partenaires si des personnes ou des entités sont intéressées à collaborer. Donc, cette démarche de promotion, on va dire, dans cette journée d'aujourd'hui fait partie de la démarche de faire connaître. Merci. Est-ce que dans votre système, tel que vous le concevez donc pour la pièce partagée, donc il y a un système domotique qui est prévu pour l'accès, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire de prévu pour l'adaptation du mobilier entre la journée bureau et puis le soir chambre à coucher? Est-ce que du coup les meubles, ils s'adaptent aussi, ils sont intelligents aussi? Alors, merci pour la question, ça me fait très plaisir parce que effectivement, si on commence à imaginer tout ce qui est possible, tout ce qui peut être transformable, modulable, dynamiquement, si on combine un design intelligent et des composants robotiques, mobiles, etc., on arrive vraiment à des scénarios très très intéressants, mais risquent aussi d'apparaître un peu futuristes. Donc quand j'ai choisi le scénario à vous présenter aujourd'hui, j'ai essayé de me freiner, de dire je vais présenter ce qui sera fait concrètement, pas ce que j'aimerais que dans 10 ans ou 20 ans soit la réalité. Mais on voit de plus en plus d'entreprises, notamment dans le design d'objets, qui s'intéressent à des objets qui sont transformables. On est encore, pour la plupart, sur des choses qui se transforment à la main, mais on peut changer, disons, de disposition pour créer des formes différentes pour le même meuble, pour le mettre dans une pièce ou le déplacer à un autre coin ou dans une autre pièce. Donc, il y a une réflexion qui se passe dans plusieurs endroits, pas qu'ici, pas qu'en France. Mais je pense que la particularité de cette chaire, c'est de vouloir aller vers du concret, vers du court terme, vers du réaliste. Et c'est pour ça qu'on a besoin autant de input, d'apports de différentes disciplines, qui sont des disciplines concrètes, des disciplines qui visent la mise en œuvre. Donc, une autre fois, pour une autre présentation, si l'occasion se présente, je serai très ravi de pouvoir présenter des scénarios un peu plus futuristes. Merci.